Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière capsule vidéo sur le DDL. Donc dans cette capsule, on va traiter des clés primaires et des clés étrangères. C'est les deux contraintes qu'on n'a pas vues dans la capsule vidéo précédente. Elles sont un peu plus compliquées, donc je voulais faire une vidéo séparée pour ces deux. Donc sans plus tarder, lançons-nous avec la clé primaire. On va commencer tout de suite avec un exemple. Donc ici, j'ai la déclaration de deux tables, donc la table client et la table commande. C'est deux tables de notre base de données sur la boutique de jouets. Donc, on a tous les champs comme on les avait tels quels. On a rajouté quelques contraintes ici et là. On va vouloir rajouter la clé primaire. La clé primaire, c'est une contrainte qui s'ajoute de la même façon que les contraintes uniques et check. Donc, on s'en va complètement à la fin de la table. On met une virgule. On écrit constraint. On ne donnera pas de nom aux contraintes de clé primaire parce que la base de données va lui en donner une automatiquement vu que c'est une clé primaire. On a juste besoin d'écrire primary key. Puis entre parenthèses, ici, on va mettre le champ qu'on veut que soit la clé primaire de notre table. Donc ici, on va mettre ID client. On va faire la même chose pour la table commande ici. Je vais le copier à la fin ici de ma table. Puis je vais mettre ID commande. Juste en faisant ça ici, je viens de déclarer mes deux clés primaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous voulez déclarer des clés primaires combinées, vous avez tout simplement besoin de mettre une virgule suivie de l'autre champ par la suite. Ça va être pratique, ça, quand vous allez avoir à programmer vos tables de jonction. Vu que c'est des clés primaires combinées, vous avez juste besoin de les mettre telles quelles comme ça ici, une après l'autre dans la même contrainte. Ce qui est intéressant aussi avec la contrainte primary key, c'est que c'est une combinaison de contraintes d'un certain sens. Ça combine la contrainte not null, donc la clé primaire ne peut pas être nulle. Ça va aussi comprendre la contrainte unique. Donc, quand on a un élément d'une clé primaire, ça indique que cet élément-là ne peut pas être répété au travers des différentes données. Donc, cet élément-là doit être absolument unique. Finalement, ça agit aussi un peu comme un index. Donc, si on veut faire des recherches sur des éléments qui sont de la clé primaire, c'est hyper rapide. C'est probablement une des choses qui est la plus rapide au niveau de la base de données comme recherche. Un autre élément intéressant, c'est l'auto-incrémentation. Donc, ici, on sait que nos clés primaires ID commande et ID client, ça va être un nombre quelconque qui va représenter notre client ou notre commande. Ceci étant dit, si à chaque fois, il faut qu'on rentre manuellement, à chaque fois qu'on ajoute un nouveau client, un identifiant, puis il faut qu'on s'assure qu'il soit unique, puis qu'il faut qu'on le fasse par nous-mêmes, ça va être un peu pénible. Heureusement, notre système de gestion de base de données nous offre une solution pour ça. Directement après un champ, par exemple dans le cas de ID client, souvent on va vouloir mettre ça sur justement les clés primaires, mais que c'est nous autres qu'on crée. Donc, par exemple, toutes celles qui commencent par un ID, toutes celles que c'est nous autres mêmes, qui c'est pas par exemple une clé primaire naturelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre ici à la fin auto increment. Juste en ajoutant ça, ça va vouloir dire que on n'aura pas besoin de spécifier cette valeur-là quand on va créer, par exemple, une commande ou un client. Il va lui ajouter automatiquement une valeur, puis il va incrémenter cette valeur-là entre chaque client. Donc, à chaque fois qu'il va ajouter un nouveau client, il va incrémenter la valeur. Donc, au début, ça va commencer en général avec le ID 0 ou 1, et ça va ensuite incrémenter à chaque fois qu'on ajoute un nouveau client. Et vu qu'on a un int, on devrait avoir assez d'espace pour en rentrer plusieurs millions sans aucun problème. Faites attention où vous mettez vos auto-increments. Ça devrait toujours être sur une clé primaire, mais aussi, il faut absolument que ça soit sur une clé primaire qui soit un entier. Si ce n'est pas un entier, le auto-increment ne pourra pas fonctionner. Ça va vraiment juste fonctionner sur ce qui est un nombre entier. L'autre chose qui peut être que peut-être certaines personnes vont avoir tendance à faire, c'est sur les tables de jonction. Les tables de jonction, les clés primaires combinées, on ne devrait jamais mettre de auto-increment dessus parce que ces clés primaires combinées-là sont aussi des clés étrangères. Donc, on devrait en fait jamais mettre de auto-increment sur des clés étrangères. Donc, même si c'est une clé primaire dans un cas, par exemple, d'une table de jonction, on ne veut pas d'auto-increment. Donc, assurez-vous juste que vous ne mettez pas d'auto-increment dans vos tables de jonction. Pour insérer des contraintes de clés étrangères, ça va être un petit peu différent.
On pourrait insérer une contrainte de clé étrangère de façon très similaire aux contraintes de clé primaire. Ceci étant dit, ça peut causer des problèmes, surtout avec les modèles qui contiennent des cycles. Donc, ça arrive de temps en temps qu'il y a des modèles qui contiennent, par exemple, une table qui a une clé étrangère vers elle-même. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un cycle. Donc, ce genre de cas cyclique-là est problématique. Un autre typique, c'est une table qui en pointe vers une autre, qui en pointe vers une autre, qui repointe vers la première. Ce genre de cas-là cyclique va vraiment être problématique parce que quand on veut insérer une clé étrangère, il faut que les deux tables existent. Et si on a un cas cyclique, on va essayer d'insérer une clé étrangère sur une table qui n'existe généralement pas encore, qui n'a pas encore été créée dans la base de données. Donc, notre façon de faire pour ajouter des clés étrangères va être un petit peu différente. Différent, oui, mais pas si plus complexe. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller à la fin de la création de nos tables. Donc, après avoir créé nos tables, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la table ou les tables sur lesquelles on veut mettre des clés étrangères et leur insérer les clés étrangères, donc leur insérer la contrainte de la clé étrangère dessus. Donc, dans ce cas-ci, dans la table commande, on a ID client on veut que ce soit une clé étrangère qui pointe sur client. Donc, on va aller faire un alter table sur la table commande. Et ce qu'on va vouloir faire ici, c'est tout simplement lui ajouter une nouvelle contrainte. Donc, on va changer de ligne, on va faire add constraint. On spécifie le nom de la contrainte. Les clés étrangères devraient toujours commencer par FK suivi d'une barre de soulignement pour indiquer que c'est une clé étrangère, une foreign key. On lui donne un nom. Moi, je vous recommande de donner la combinaison des noms des deux tables. Donc, dans ce cas-ci, commande et client. Donc, commande client. Ensuite, on spécifie quelle sorte de clé, quelle sorte de contrainte c'est. Donc, c'est une clé de type foreign key. Entre parenthèses, on spécifie le champ qu'on veut spécifier comme étant une clé étrangère. Dans ce cas-ci, c'est le champ ID client ici de notre table qu'on veut que ce soit une clé étrangère qui pointe sur notre table client. Une fois que c'est fait, il nous reste juste à ajouter la référence à la table sur laquelle on veut pointer. Donc, on veut pointer sur la table client. Et ici, on va mettre entre parenthèses, dans le fond, le nom de la colonne dans la table client qu'on veut pointer, donc sur laquelle elle équivaut. Dans ce cas-ci, ça s'appelle aussi ID client. Et on met le point virgule. Donc ça ici, ça va nous servir juste à ajouter notre clé étrangère. Comme je dis, vous les mettez à la fin de vos tables. Comme ça, vous êtes sûr que si vous avez des cycles, vous n'aurez pas de problème. Toutes vos tables vont déjà exister à ce moment-ci. Les clés étrangères apportent toutefois un petit problème. C'est bien démontré ici par cet exemple. Donc, si par exemple j'ai un client qui a fait déjà plusieurs commandes dans ma base de données et que je désire supprimer ce client-là, qu'est-ce que je fais avec les restes de mes commandes ici? Le client n'existera plus, donc le ID du client sur lequel il va pointer n'existera plus. Donc, il faut qu'on se pose comme question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est ce qu'on appelle, dans le fond, la gestion de l'intégrité référentielle. L'intégrité référentielle, c'est le mécanisme, dans le fond, que les gestionnaires de bases de données vont utiliser pour corriger ou pour essayer de gérer ce problème-là. Donc, dans MySQL, il y a 4 choix. Donc, ces choix sont soit restrict. Donc, si par exemple on essaie de supprimer un client qui a déjà fait des commandes, tant que ces commandes-là n'ont pas été supprimées, on ne pourra pas supprimer le client. Donc, c'est une méthode un peu drastique, mais en même temps, c'est très rare qu'on veut supprimer des données dans une base de données dans ce genre-là. On veut très rarement perdre, dans le fond, des informations sur un client qu'on a déjà eu. Donc, c'est effectivement ce qu'on veut. On ne veut pas supprimer ces données-là. Une autre chose qui peut être faite, c'est mettre à nul. Donc, dans la table commande, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre tous les endroits où est-ce qui faisaient référence à notre client qu'on vient de supprimer et à la place mettre le ID à nul. Ceci étant dit, assurez-vous si vous pouvez mettre à nul que la clé étrangère puisse avoir une valeur nulle. Donc, si elle ne peut pas avoir une valeur nulle, ici, l'intégrité référentielle ne pourra pas être faite. La prochaine, c'est set default. Donc, s'il y aurait une valeur par défaut, si vous avez par exemple une clé étrangère qui n'est pas nécessairement juste un entier, parce que si c'est juste un entier, il va vous mettre par exemple 0 par défaut, ce qui n'est pas nécessairement super intéressant. Mais si, mettons, vous auriez une clé étrangère qui serait d'un autre type,
set default pourrait peut-être être intéressant si vous avez une valeur par défaut qui est autre ou une valeur par défaut spécifique. Finalement, la dernière façon de faire, c'est cascade. Cascade, ce que ça veut dire, c'est que ça va essayer de modifier partout dans la base de données pour corriger le problème. Donc, si je supprime dans ce cas-ci le client, ça va essayer de supprimer toutes les commandes de ce client-là aussi. Il faut faire vraiment attention avec la méthode cascade. Ça peut causer beaucoup d'effets de bord qu'on ne voit pas nécessairement à première vue. Donc, si par exemple, on supprime un client, donc la commande dépend du client. S'il y a plusieurs autres choses qui dépendent de la commande, puis qu'eux autres aussi sont en mode cascade, juste de supprimer un seul client pourrait supprimer une très grande partie de notre base de données, ce qu'on ne veut pas nécessairement. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Cascade, c'est vraiment utilisé avec modération. On peut utiliser ces méthodes d'intégrité référentielle-là sur deux choses différentes. Donc, on a vu l'exemple de supprimer un élément, mais aussi modifier un élément. Donc, si par exemple on modifie la clé primaire d'un élément, on va pouvoir aussi se poser exactement la même question sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait un restrict, set null, set default ou cascade? La gestion de l'intégrité référentielle n'est pas trop difficile à faire dans notre SQL. Donc, la seule chose qu'il faut se poser comme question, c'est si à chaque dans le fond, clé étrangère, on doit changer l'intégrité référentielle par défaut. L'intégrité référentielle par défaut, dans MySQL, dans MariaDB, c'est restrict. Donc, on empêche la suppression ou la modification. On peut le modifier ici tout simplement après la référence. On peut lui indiquer quoi faire on delete. Donc, si on supprime par exemple le client original dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on pourrait effectivement le laisser à restrict dans ce cas-ci parce que c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus. On pourrait le mettre sinon dans une autre valeur au besoin. On peut aussi ajouter, si on veut, le onUpdate qui va nous permettre de spécifier l'intégrité référentielle, dans le fond, sur la mise à jour. Donc, par exemple, sur celui-là, on pourrait le changer pour Cascade si on voulait, pour qu'on puisse mettre à jour automatiquement si on change, par exemple, dans le fond, le ID du client. On va pouvoir automatiquement le mettre à jour dans cette table-ci aussi. Il faut faire attention avec le cascade, comme je vous disais, ça peut avoir beaucoup d'effets. Dans le cas du update, c'est moins pire, sauf que il faut s'attendre à ce que ça pourrait le modifier dans plusieurs tables ou dans plusieurs commandes dans ce cas-ci. Et ça peut causer dans certains cas certains problèmes de performance s'il y aurait eu beaucoup de commandes qui auraient été faites par le même client. Donc ça conclut la vidéo sur les clés. En fait, ça conclut la série de capsules vidéo sur le SQL DDL. N'hésitez pas, dans le fond, à créer vos fichiers SQL complets à partir de vos modèles physiques pour vous pratiquer. C'est probablement la meilleure façon d'essayer d'apprendre rapidement, dans le fond, le langage DDL SQL. Puis quand vous allez être habile avec ça, ben ça va être beaucoup plus rapide de faire directement vos modèles de base de données avec. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas aussi pour les tester, vous pouvez lancer votre code directement sur votre base de données et ensuite aller l'inspecter au travers de votre interface graphique préférée pour voir si votre base de données a bien été créée et si toutes les contraintes que vous lui avez spécifiées sont bien présentes aussi.